Tu connais l'histoire du plus gros braquage français lors de la Seconde Guerre mondiale? Celle du plus gros butin en liquide jamais amassé quelques jours avant la guerre en Irak? Le plus gros vol d'œuvres d'art? Le vol de la Joconde? Non? Alors bienvenue à l'Agence des Histoires, agent, là où s'entremêlent toutes les histoires. Dans cet épisode, revenons ensemble sur 4 histoires de braquage. Le plus gros braquage français. Nous sommes le 26 juillet 1944 dans le département de la Dordogne pendant la Seconde Guerre mondiale. La France est sous occupation nazie. Ce jour-là, la température atteint des sommets, à tel point que le groupe de résistants cachés depuis des heures près de la gare de Neuvic sont en maillot de corps presque nus. En effet, la mission de ces maquisards est d'attaquer le train de la Banque de France en direction de Bordeaux et de récupérer, perquisitionner selon leurs termes, le butin qui s'y trouve. Un butin qui appartient à l'État français et non aux Allemands. La chance et l'audace de ces hommes font briller cette opération éclair. Pris par surprise, les policiers chargés de défendre le pactole se retrouvent forcés de le laisser aux résistants. Aucun mort n'est à déclarer lors du braquage et près de 150 sacs sont transférés dans des camions. Les résistants mettent la main sur plus de 2,280 milliards de francs de l'époque, ce qui équivaut aujourd'hui à près de 440 millions d'euros. D'après leurs propres témoignages, il y avait tellement d'argent que les soldats devaient s'arrêter pour récupérer les sacs qui tombaient sur la route, tout en évitant de croiser les Allemands. Arrivés à destination et l'argent mis en sécurité, les soldats ont eu seulement droit à une boîte de sardines pour les féliciter, alors qu'ils venaient de réaliser le plus gros hold-up de tous les temps au moment des faits. Même si c'était une opération militaire. L'histoire raconte que le butin fut bien utilisé pour faire vivre la résistance, ainsi que de rembourser les nombreuses dettes de cette dernière. Au cours de la guerre, la résistance accumule les bons de perquisition, soit des promesses de remboursement. Un remboursement crucial afin de ne pas s'attirer les foudres de la population, il permit notamment d'entreprendre de nouveaux projets et d'investir dans du nouveau matériel. Néanmoins, les partis politiques français de l'époque auraient aussi profité de l'argent et, après la guerre, un climat de suspicion flottait en Dordogne. Certaines personnes mal intentionnées aurait détourné de l'argent du casse pour des fins personnelles. Le plus gros butin en argent liquide. Spoiler alerte, l'histoire de ce braquage n'est pas phénoménale, mais alors pas du tout. Pourtant, c'est celui où le plus d'argent a été dérobé jusqu'à ce jour. Nous sommes le 18 mars 2003 en Irak, 2 jours avant l'intervention américaine. Saddam Hussein confie à son second fils Qusay et son assistant personnel une mission. Se rendre à la banque centrale irakienne et récupérer 1 milliard de devises afin de fuir le pays. Pour parvenir à leur fin, les deux hommes ont bien pire que des armes à feu. Ils ont une lettre de Saddam Hussein qui ordonne et autorise à la fois ce retrait. Quand vous recevez un ordre de Saddam Hussein, vous ne discutez pas, a témoigné une source irakienne anonyme. D'après les sources du New York Times, ce sont 900 millions de dollars en billets de sang et 100 millions d'euros qui sont récupérés, soit le quart des réserves en devises que détenait la banque. 3 camions sont nécessaires pour transporter tout cet argent liquide. L'argent aurait disparu en Syrie avec le fils de Saddam Hussein, qui sera retrouvé puis tué par l'armée américaine le 22 juillet 2003. Le plus gros vol d'œuvres d'art aux États-Unis. Ouvert au public depuis 1903, le musée Isabella Stewart Gardner situé à Boston ne paye pas de mine vu de l'extérieur, mais a une toute autre allure quand on passe ses portes. Il a été construit afin de préserver et présenter la collection personnelle d'œuvres d'art de l'excentrique Isabella Stewart Gardner. On parle ici de milliers d'objets amassés au cours de sa vie et de ses nombreuses rencontres. Des tableaux, des sculptures, des carnets de voyage, des lettres, de l'argenterie, des meubles et bien d'autres choses. Une magnifique collection d'une valeur inimaginable qui va se retrouver amputée quelques décennies plus tard. Durant la nuit du 18 mars 1990, la ville de Boston est sous ivresse. Les habitants fêtent la Saint-Patrick et l'alcool coule à flot dans les rues. Alors que les yeux des forces de l'ordre sont rivés sur l'événement, 2 individus vont en profiter pour réaliser le plus gros casse de la ville. Déguisés en policiers, les 2 malfaiteurs trompent facilement les gardiens du musée, rentrent dans le bâtiment et les neutralisent sans grande violence. Ils se retrouvent seuls pendant plus d'1 heure au milieu des œuvres d'art et, munis de couteaux, arrachent les peintures de leur cadre. 13 œuvres d'art sont dérobées, le concert de Vermeer, paysage avec un obélisque de Flinck, le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, une dame et un gentilhomme en noir et une gravure autoportrait de Rembrandt, chez Tortoni de Manet, 5 œuvres d'Edgar Degas, la sculpture d'un aigle de drapeau de Pierre-Philippe Thomire et un vase chinois Gu du XIIe siècle. La valeur totale des œuvres volées est estimée à environ 500 millions de dollars, ce qui fait de ce cambriolage le plus grand vol de biens jamais commis. Au cours de l'enquête, de nombreux assassinats surviennent après le cambriolage du musée, impliquant la mafia et brouillent les pistes. Malgré les missions d'infiltration et les nombreuses hypothèses qui entourent ce casse, les œuvres d'art restent aujourd'hui introuvables. Néanmoins, le musée ne perd pas espoir, elles seront retrouvées d'après le chef de la sécurité, comme le témoignent les cadres qui les attendent à leur emplacement d'origine. Et si tu sais où elles sont, il y a 10 millions de dollars de récompense. Le vol de la Joconde. En 1908, l'Italien Vincenzo Perugia quitte Milan pour Paris afin d'y trouver du travail. Il bosse dans le bâtiment,
puis dans la protection des œuvres du musée du Louvre. Dès 1909, pour éviter les dégradations intentionnelles, le musée parisien fait appel à une entreprise de verrerie afin de mettre sous verre les plus belles œuvres de sa collection, dont la célèbre Joconde de Léonard de Vinci. Le lundi 22 août 1911, Perugia profite de sa profession pour pénétrer le Louvre le jour de sa fermeture hebdomadaire et dérober avec une déconcertante facilité le portrait de Mona Lisa. Il arrive tôt, se trouve seul face au tableau, la sort de son cadre et la cache sous ses vêtements. Il embarque chez lui où il la maintient cachée plus de 2 ans. Un policier chargé de l'enquête, alors venu l'interroger, ne prend pas la peine de fouiller son logement, n'imaginant pas qu'un simple ouvrier soit derrière tout ça. En 1913, Perugia, de passage à Florence en Italie, tente de vendre le bien dérobé à un antiquaire local. Ce dernier confirme l'authenticité de l'œuvre, mais refuse de poursuivre les négociations avec le voleur. L'antiquitaire préfère contacter les forces de l'ordre à son insu, qu'il interpelle plus tard avec la Joconde. Le tableau fait le tour de l'Italie pendant plusieurs mois avant d'être officiellement remis à la France le 4 janvier 1914. Les raisons de son vol sont encore floues, certains parlent de patriotisme italien, d'autres de simple cupidité. En tout cas, pour avoir volé le tableau le plus célèbre du monde et dont sa valeur est inimaginable, Perugia croupira 7 mois derrière les barreaux. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que tu auras appris une chose ou deux, et pour ne pas rater les futurs épisodes, pense à t'abonner à la chaîne. Si tu veux faire des recommandations, l'espace commentaire est là pour ça, et n'oublie pas, puisque tout a une histoire, nous sommes là pour vous les conter. Bienvenue à l'Agence des Histoires.